Stéphane Luçon qui nous rejoint ce matin. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Ça va? Bien, content de te revoir. Eh ben, moi aussi, ça faisait longtemps, dis-moi. Bon, en même temps, il y a eu les vacances. Et je redis pour ceux qui ne te connaissent pas, Stéphane, donc tu es journaliste indépendant basé en Roumanie. Et on avait avec toi débriefé les élections en Roumanie à l'époque. D'ailleurs, ça t'avait valu la censure de ton compte X. Et depuis, ben, tu travailles, enfin depuis, et même avant, hein, tu travailles depuis longtemps sur le règlement du DSA en Europe, hein, sur la façon dont finalement l'Union européenne qui passe son temps à chercher des ingérences étrangères dans les pays d'Europe de l'Est ou même en France ou ailleurs, est quand même un des plus gros pourvoyeurs d'ingérence en fait par le biais d'ONG et de règles et de lois. Alors première question peut-être, est-ce que j'imagine tu as suivi les élections en Moldavie. Est-ce qu'on peut comparer ce qui s'est passé en Moldavie avec un peu le même psychodrame qu'était la Roumanie avant, c'est-à-dire attention, les Russes sont là, ils sont à la manœuvre, ils ont dépensé des fortunes. Nathalie Loiseau disait 1% du PIB moldave avait été dépensé par les Russes pour faire de l'ingérence dans ces élections. Est-ce qu'il y avait des similitudes ou est-ce que c'était quand même différent? Alors, je fais très attention avant de parler de la Moldavie. Ouais. Je suis spécialisé sur la Roumanie. Ouais. J'ai énormément travaillé sur le DSA. Et la Moldavie est un pays complexe, qui a été arraché, un territoire arraché à la Roumanie par l'Union soviétique, russifié. Et donc on a des influences, je dirais une lutte d'influence beaucoup plus forte en Moldavie qu'en Roumanie. Pour reformuler, si tu veux, la Moldavie a fait partie de l'Union soviétique et donc a une population qui va être bilingue, trilingue, quadrilingue. En général, quand tu rencontres un Moldave, il va parler français, roumain, anglais et russe. La Roumanie, c'est très différent. La Roumanie, tu n'as pas de russophile, tu n'as pas de russophone. Donc, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que tout ce qui a été dit sur l'influence russe en Roumanie, pour moi, c'est un énorme pipeau. Il n'y a pas de russophile, il n'y a pas de gens qui veulent sortir de l'Union européenne, il n'y a pas de gens qui veulent sortir de l'OTAN. Et pourtant, on a effectivement toutes ces ONG dont tu parles qui se sont roulés par terre en hurlant à la russophilie, etc., ce qui ne correspond pas à la situation en Roumanie. La Moldavie est un pays peu complexe, c'est un pays où effectivement tu as deux grandes plaques qui se battent pour l'influence, et là-dessus je dirais que d'une certaine manière l'Union européenne, et puis ce que dit Madame Loiseau, c'est très éloquent, c'est-à-dire qu'ils ont joué carte sur table, et que d'un seul coup, l'influence était justifiée, c'est-à-dire que leur discours a été vraiment en phase de dire on va faire une contre-influence, donc on va injecter énormément de moyens pour soutenir une campagne contre la campagne des Russes. Quantifier tout ça sur l'espace médiatique moldave, pour moi, c'est très difficile. Ouais. Donc, ce qui est certain, c'est que, c'est Loiseau, j'ai vu un extrait également, elle disait que c'était, on allait avoir la même chose en 2027 en France. Oui. C'est un programme pour eux. C'est vraiment, ils sont en train de tester aux marges de l'Union européenne des méthodes pour pouvoir appliquer un programme sur des territoires où, voilà, je pense que déjà en Roumanie, c'était n'importe quoi de parler d'influence russe. Ouais. En France, c'est délirant. Voilà, les Français sont maîtres de leur destinée, enfin, essayent d'être maîtres de leur destinée et n'ont pas besoin, n'ont pas d'influence culturelle russe majeure qui pourrait expliquer le type de problème qu'on a, par exemple, en Moldavie. C'est très différent. Donc ça, c'est une première chose. Alors, justement, le DSA, quel est son rôle dans cette stratégie de parler d'ingérence, de surveiller ces élections, hein, comme le lait sur le feu, pour dire il faut absolument que les gens votent systématiquement pour le candidat pro-européen, quel que soit le pays. En gros, c'est un peu ça le principe, mais en quoi le DSA rentre en jeu? Alors voilà, j'ai essayé d'être très technique. J'ai travaillé avec un journaliste roumain qui a un nom français, il s'appelle Patrick André de Hillerin. On a voulu comprendre techniquement exactement ce qui se passait avec le DSA et dans quelle mesure c'était instrumentalisé contre l'opposition et d'une manière générale contre les voix indépendantes. Le constat de démarrage, ça a été il y a trop de censure. Personnellement, je publie en Roumanie des traductions du Monde diplomatique. La page du Monde diplomatique roumain a été censurée. Carrément. Sous quel grief? La page Facebook, hein, pardon. Ouais. Pas d'explication. À un moment donné, ils ont dit
impersonation, pardon. Mon Facebook est en anglais. Mais en gros, il mettait en cause l'identité. Je leur ai donné les éléments en soulignant effectivement le contrat de licence. Ce que je fais en Roumanie est référencé sur l'édition française du diplôme. Enfin, voilà. Il n'y a pas de doute là-dessus sur la légitimité de cette page qui en plus ne publiait que des traductions. Et ils l'ont rétabli, rebloqué. Et puis finalement, après un éditorial de Benoît Brévy sur l'éditorial Est-ce que Lévis valait sur le fait qu'il fallait traiter de la même manière les victimes, les civils et les enfreintes au droit international, qu'on parle de la Russie en Ukraine ou d'Israël en Palestine. Ça a été la dernière chose que j'ai pu publier sur cette page, qui a ensuite été bloquée, et un an plus tard, elle a disparu littéralement de mon compte. Mais si tu veux, pour moi, c'était la chose qui m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire, si tu veux censurer un journal, alors critique, le Monde Diplo n'est pas un journal de pouvoir, n'est pas le journal du pouvoir évidemment, mais si tu commences par censurer des articles, des traductions du Diplo, il y a un loup. Et du coup, j'ai commencé à regarder autour de moi. J'ai vu que des gens qui faisaient des blagues, tu sais, dans les milieux conservateurs, libertariens, ils ont énormément utilisé l'humour aux États-Unis, et tout ça s'est importé en Roumanie, donc ils font beaucoup de mèmes, et tu te retrouves avec des gens qui font des mèmes qui se font censurer. Ou qui partagent des photos réelles. Tu as eu c'est anecdotique, mais comme c'est censuré, c'est plus anecdotique. Tu as quelqu'un qui partage une photo du président élu Nikou Jordan, qui salue la foule, un peu comme Elon Musk, et qui fait une remarque, tiens, si tu veux, sur la blague autour de toute cette bulle sur le pseudo salut nazi. Il a été fact-checké sur le fait de partager cette photo, qui est une vraie photo de Nikou Jordan face à la foule. Mais parce que le commentaire faisait croire que c'est ça. Voilà. Tu as un autre journaliste pour le coup, mais qui faisait une ironie par rapport au fait que le Premier ministre Bolojan, donc du Parti national libéral, qui est toujours Premier ministre, qu'il a été auparavant, avait réussi à se placer lors de l'enterrement du pape de manière à apparaître sur les photos juste derrière Trump, alors qu'il était à 7 rangs, si tu veux, ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une photo téléobjectif. Le fait de partager la photo téléobjectif en disant c'est du maquillage, c'est détourné, a été fact-checké. Et donc, tu commences à avoir des trucs comme ça qui riment à rien, et quand tu regardes plus précisément ensuite, tu vois des grandes figures historiques de la télévision roumaine qui sont maintenant parties sur des podcasts, qui se sont fait censurer, donc des vidéos enlevées sur TikTok, compte suspendu. Donc on a deux grands noms, notamment c'est Ion Cristoiu et Robert Turcescu. Ils ont leur compte TikTok suspendu aujourd'hui. Turcescu en a créé un autre pour pouvoir continuer à fonctionner là-dessus. Et c'est des gens qui avaient, la Roumanie c'est entre 3 et 4 fois moins d'habitants que la France, ils avaient des millions de vues. Donc c'est des gens, des gros comptes importants, ce sont des gros comptes réseaux sociaux qui ont été censurés sur TikTok. On a également un site alors qui pousser des cris d'orphée aux gens de Conspiracy Watch parce que tu vois parce qu'il donne la parole à des gens qui s'inquiètent des effets adverses sur les vaccins, qui donne la parole aux mouvances orthodoxes, aux mouvements nationalistes, etc. Ils se sont fait, je trouve ça très intéressant. Il faut pas, mais le sujet, c'est même pas leur contenu. Le problème, c'est le point sur lequel ils ont été censurés. Il a partagé une photo d'une Gay Pride, qui est une photo Associated Press. Donc c'est une photo, je veux dire, c'est officielle. Tu peux discuter des copyrights, etc. Mais la photo, c'est pas. Il a partagé cette photo. Il s'est fait flaguer. Il s'est fait rapporter pour pornographie infantile. Mais c'est dingue. Voilà. Et donc, si tu veux, là-dessus, c'était l'élément de départ qui était de dire il y a trop de choses. C'est-à-dire qu'il y a une censure qui tape, ils tapent comme des sauvages sur tout le monde, sur tout ce qui est un petit peu inconvénient, tout ce qui est trop indépendant, tout ce qui fait pas le même blabla, le même charabia de renforcement narratif des mainstream médias. Et donc, la deuxième question, c'était de dire, OK, le DSA, on peut en dire plein de mal, il crée des règles. Ces règles-là sont censées être appliquées. Elles définissent un certain nombre d'acteurs qui ont un certain nombre de rôles. Et donc, on s'est dit, on va prendre tous les rôles, tous les acteurs du DSA, et on va les taper à la porte de chacun d'eux pour essayer de comprendre lequel a censuré Ion Cristoiu, lequel a censuré Turcescu, lequel a censuré le monde diplomatique. Et une fois qu'on est entré en contact avec eux, en essayant de savoir si c'était eux, on a essayé d'appliquer une méthodologie vraiment de recherche, et je pense que c'est un point important, c'est parce qu'on a essayé de créer, l'objectif c'est de pouvoir le répliquer, l'appliquer dans d'autres pays. La méthodologie de recherche, a été de dire,
Ok, ces acteurs qui ne semblent pas faire exactement leur boulot comme il faut, quels sont les signes inquiétants? Combien de casquettes ils ont? Ça, c'est un truc qui, pour moi, a été vraiment révélateur et dans l'enquête, c'est très mis en évidence. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont créer du contenu, mais qui vont être également fact-checkers, donc sur le contenu d'autres créateurs de contenu, Ouais. qui vont éventuellement être invités au Rapid Response System, donc au système de réponse rapide pendant les élections, pour être flagueurs, c'est-à-dire notifier les réseaux sociaux en priorité pour faire annuler du contenu. Ces mêmes gens vont éventuellement avoir un rôle de advocacy, militantisme, etc. Et parfois, ils ont un pied dans les pouvoirs exécutifs. Notamment, il y a deux gros acteurs. L'un, c'est Funky Citizen, l'autre, c'est Expert Forum. Expert Forum a un pied à des membres de son équipe qui sont auprès du pouvoir exécutif moldave ou ukrainien. Et donc, on a des gens qui sont censés, si tu te dis, un fact-checker, c'est un fact-checker. Il regarde une information et si on se base sur son honnêteté, il va regarder si l'information est vraie, si elle est étayée, etc. Ouais. Mais si tu as 5 casquettes à la fois, il commence à avoir un souci. C'est-à-dire que tu peux très rapidement glisser et puis te dire que tu vas fact-checker tes concurrents, tu vas flaguer tes concurrents, tu vas flaguer tout ce qui ne correspond pas à ce que toi tu produis comme contenu, et on est dans du conflit d'intérêts plein pot. Et puis derrière, on s'est posé d'autres questions pour analyser de manière systématique, c'est est-ce qu'ils sont transparents, c'est-à-dire est-ce qu'ils publient leurs sources des reports d'activité consistants, les sources de leur financement, l'usage des fonds, est-ce qu'ils sont on va dire secrets, c'est-à-dire est-ce qu'ils répondent aux questions quand on leur en pose. Funky Citizen, par exemple, a énormément interagi avec moi. Expert Forum, par exemple, c'est silence radio. Voilà. Et puis, tu as d'autres acteurs, la plupart des acteurs ont discuté avec nous. Est-ce qu'ils ont des conflits d'intérêts flagrants liés à leur source de financement? C'est-à-dire que si tu prends Expert Forum, encore une fois, ils ne dévoilent pas leur source de financement. Par contre, ils ont une liste de financeurs. C'est le NED, c'est l'ambassade américaine, le Department of State, si tu veux, c'est Soros. C'est la liste des usual suspects. Mais c'est fou. C'est-à-dire que eux ont le droit de faire tout ça. Ils sont même sponsorisés, enfin mis en avant, et c'est le règlement, les gouvernements travaillent pour les mettre en place, et personne ne remet en cause en fait cette censure privée, puisque là on est de l'ordre de ça. Ouais. Tu as eu une excellente émission, Alexis. Tu as invité Thomas Fazi et Pascal Clairotte qui ont travaillé sur les Twitter Files France. Et je la recommande à toutes les personnes qui regardent cette émission. Il faut voir l'émission sur les Twitter Files France parce que il nous explique très clairement des mécanismes qui sont exactement les mêmes qu'on peut observer aujourd'hui en Roumanie. Là où il y a quelque chose de vraiment incroyable, c'est qu'on parle de coquilles vides. On parle d'une société civile de vitrine, c'est-à-dire que ces gens-là ont obtenu par des fonds étrangers le fait d'être porte-parole de ceci, détenteur de vérité, fact-checker de vérité, etc. Mais ils n'ont aucune base terrain. Tu sais, il y a un terme, je ne sais plus si Pascal Clairotte l'avait dit dans l'autre émission, mais le terme c'est astroturfing. C'est par opposition à grassroots. Donc grassroots, c'est tu viens du terrain. Typiquement, l'économie sociale et solidaire en France est très, c'est même pas majoritairement, et quasiment exclusivement constituée d'acteurs qui viennent représenter leurs membres. Quand tu as une coopérative, elle a une légitimité parce qu'elle représente l'action des membres de la coopérative. Quand tu as une association, en général, si c'est pas une coquille vide financée avec du fonds Marianne, en fait, elle a des cotisants, elle a des gens qui adhèrent à des idées, à une cause, et elle va défendre ces valeurs-là. Là, on est dans quelque chose. Quand c'est comme ça, je dirais que c'est un relais, un élément du débat démocratique. Quand en revanche tout ça n'existe pas et qu'en fait on a des coquilles vides et des gens qui d'un seul coup sont en fait la société civile et qui reçoivent exclusivement de l'argent qui provient en définitive directement ou indirectement de pouvoir exécutif, derrière on comprend très vite pourquoi ils ne rendent des comptes d'une certaine manière qu'au pouvoir exécutif. C'était une question que je posais à Funky Citizen. Ils ont de l'argent de Big Tech, ils ont l'argent des pouvoirs exécutifs européens et américains, ils font du renforcement narratif sur Big Pharma, et je leur disais, est-ce qu'à un moment donné vous avez des fact-checks qui ne vont pas dans le sens de tous ces éléments de pouvoir?
Et là-dessus, c'est ah bah non, mais vous vous rendez compte parce qu'en fait, comme ils ont en général raison, on n'a pas raison de les fact-checker. C'est fou. Non, Voilà. mais c'est- Et donc, on a procédé de cette manière-là avec Patrick. Vraiment, l'idée, c'était de contacter chacun des acteurs et d'essayer de comprendre où étaient les censeurs. Et ce qui est terrible, tu vas voir le rapport, enfin, j'invite tout le monde à lire le rapport, il a 30 pages, je pense ouais. qu'il est très informatif, c'est-à-dire qu'il y a une partie grille d'analyse et puis il y a une partie vraiment, on va dire, journalistique, éditoriale sur les entretiens qu'on a pu faire avec ces personnes-là, les informations qu'on a pu glaner. Aujourd'hui, la liste de personnes censurées, journalistes censurés en Roumanie, n'est pas clarifiée. C'est tellement pas clarifié qu'en définitive, auprès du coordinateur de services numériques roumain, donc l'équivalent de l'ARCOM, j'ai déposé une plainte formelle, moi, en mon nom, au nom de l'article 53. Donc, c'est une disposition du DSA, du règlement sur les services numériques, qui permet d'alerter le coordinateur lorsqu'il y a un risque systémique. Et j'aurais dit, c'est pas possible. Je vous donne 17 instances de censure de journalistes, c'est pas possible. Il y en a 3, ça me concerne. Le reste, ce sont d'autres journalistes. C'est évident qu'il y a un problème systémique. La réponse de l'ANCOM a été en dessous de toute attente, je dirais, au démarrage, puisque leur argument a été de dire oui, mais non, mais en fait, vous pouvez vous plaindre de votre cas, vous pouvez pas vous plaindre de la situation d'autres journalistes. Alors que c'est un article qui est fait pour parler de risque systémique. Je l'ai vérifié avec l'ARCOM français. Je leur ai demandé, mais quelle est votre interprétation? Ils m'ont dit, non, non, l'article 53, c'est le risque systémique. Donc, j'ai déposé la plainte. L'ANCOM a tergiversé. Donc, pendant 2 mois, on a discuté. J'ai déposé la plainte. Au bout d'1 mois, ils m'ont fait une réponse. Ils ont enfin confirmé sur la partie Facebook, Twitter, escalader le problème auprès du coordinateur de services numériques d'Irlande, puisque ce sont les Irlandais qui gèrent les plateformes. Mais c'est pas mal. Pour moi, si tu veux, l'ANCOM, c'est une structure. Mon collègue Patrick a énormément travaillé sur eux. C'est une structure qui est, c'est pas sclérosée, c'est vérolée. C'est-à-dire qu'à la base, tous leurs revenus, c'était les licences audiovisuelles, les licences radio, pardon. Et ils grillaient tous ces revenus sur du népotisme, des sinécures pour les hommes politiques qui avaient un coup de petite traversée du désert. Donc c'était une structure à la base qui ne devait pas devenir coordinateur de services numériques parce qu'ils avaient quasiment, il y avait trop de choses louches chez eux, si tu veux, des infiltrations de services de renseignement. Donc ils n'auraient pas dû être. Donc l'idée qu'ils transmettent au coordinateur de services numériques irlandais, pour moi c'est une bonne chose puisque c'est le plus armé dans toute l'Europe aujourd'hui pour discuter avec Facebook, Twitter et TikTok. En revanche, l'ANCOM n'a pas encore transmis la partie TikTok. C'est-à-dire que je leur ai rapporté donc le cas de la censure de mon compte Twitter dont tu as parlé au début, la page Facebook du Monde diplomatique. Il y a eu sur TikTok un post, je testais, c'est marrant, parce qu'on parle de choses potentiellement anecdotiques, sauf que c'est tellement, parce que quand ils s'en prennent à des choses aussi anecdotiques, tu te rends compte qu'ils sont terrifiés d'une certaine manière. Oui, le post, voilà, donc les posts TikTok touchaient les 600 vues. Je sais, voilà, c'est pas énorme. Un des articles qui revenait sur le personnel médical suspendu, un article du Diplo et sur les abus qui ont été faits pendant la crise sanitaire, a eu près de 4000 vues, donc c'est une forme de lancement. Et les Roumains ayant très peu adhéré à tout le discours alarmiste, si tu veux, pendant cette période-là. Et ensuite vient un article d'Anne-Cécile Robert sur le fait que la Cour internationale de justice considère recevable, c'était il y a 1 an et quelques, considère recevable le risque de génocide à Gaza et va donc étudier le cas. C'était vraiment le tout début, si tu veux, des démarches de justice internationale sur le sujet de l'intervention israélienne à Gaza. Et sur TikTok, je ne faisais que publier des cartons avec une musique TikTok, voilà, pour que les gens sachent que l'article existe et puis en espérant que ça vienne sur le site du Monde diplomatique roumain. Ce post-là a été à 0 vues. C'était 0. Et aujourd'hui, il a 40 vues. Et en gros, je pense que ce sont les gens qui viennent sur le compte, qui voient d'autres choses et qui le regardent lui aussi. Mais il est shadow banné. C'est plus shadow, là. Il est tué, si tu veux, le post. Et donc, voilà, j'ai rapporté ça aussi à l'ANCOM. Je pensais que c'était important, notamment
c'est un instrument, si tu veux, pour dire moi aussi sur TikTok, mais le problème TikTok, c'est pas tant le petit compte qui publie des traductions du DIPO. Le problème, c'est qu'on a des journalistes très importants qui ont eu leur compte suspendu. Et c'est là la question d'un problème systémique de censure. Alors la censure, pour qui et par qui, ça reste une question ouverte. Donc la plainte est déposée, on espère qu'on aura une lumière qui sera faite. J'ai déposé les mêmes questions auprès de TikTok. En faisant cette enquête, j'ai découvert quelque chose, je ne sais pas si tu es au courant, c'est ressorti dans les audiences au Parlement français. On a un sous-traitant de modération de TikTok qui est en Roumanie, qui s'appelle Majorel, qui est une boîte qui a été rachetée par Téléperformance, qui est un leader français des call centers, et qui fait de la modération TikTok. Et c'est dans les audiences, le lien est dans mon rapport. Hein. J'ai découvert l'existence de cette structure-là, qui en plus, il y a eu un article dans Business Insider il y a 2 ans où un ancien du call center expliquait qu'il avait fait la modération TikTok et qu'il avait fait une dépression nerveuse, il n'en pouvait plus, une atmosphère de secret, des conditions de travail insupportables. C'est l'article de Business Insider, le lien est aussi dans mon rapport. Mais surtout, pour moi, c'était d'une certaine manière terrible. C'est-à-dire que si j'ai commencé à poser les questions en juin. À la base, c'est parce que le journaliste américain Michael Shellenberger voulait venir en Roumanie rencontrer des personnes censurées et rencontrer des censeurs. Donc c'est comme ça que j'ai posé la première fois une question à Lancôme. Et à force de poser les questions, plus le temps passait, plus je me rendais compte qu'en fait, on n'avait pas les réponses. Et l'existence d'un censeur privé dépendant d'une boîte française en Roumanie qui travaille sur TikTok, c'est quelque chose qui est sorti il y a 2-3 semaines, quoi, pour moi, et qui est dans mon rapport, mais il y a encore plein de gens qui ne le savent pas. Pour plein de Roumains, c'est une breaking news, si tu veux. C'est-à-dire que là, on est vraiment, donc on a la preuve que c'est de la censure privée. Donc il y a des entreprises qui se font de l'argent sur cette censure. Les gouvernements utilisent les ONG et des entreprises pour faire ça. Est-ce qu'en France, on peut faire la même enquête ou est-ce qu'on va se retrouver devant des portes closes? Alors, ce que j'espère, c'est vraiment créer, si tu veux, un modus operandi, parce qu'au final, ce qu'on a fait, nous, en Roumanie, et ce qu'on continue de faire, pas plus tard qu'hier, j'ai envoyé une invitation au droit de réponse à tous les acteurs qui sont dans le rapport, dans l'espoir de faire réagir ceux qui réagissent pas, et puis de préciser s'il y a des erreurs, s'il y a... il y a un acteur qu'on connaît pas, il s'appelle Lead Story, ils sont américains, ils font du fact-checking pour TikTok. Ils ont des contenus en roumain, des contenus en tchèque, et personne ne les connaît. Et c'est en fait par d'autres acteurs que j'ai appris qu'ils intervenaient. Donc il faut continuer de leur poser des questions. Et cette méthodologie, je dirais, elle est assez simple, elle est réplicable de manière assez simple et elle permet d'identifier des points très sensibles. On a en ce moment, par exemple, j'ai beaucoup échangé avec une journaliste tchèque qui s'appelle Cecilie Jilkova, qui a identifié, est allé la semaine dernière à une réunion des fact-checkers, Commission européenne et plateforme en République tchèque, où ils se félicitaient de blabla, de ce qu'ils font, hein, leur demander ce qu'il en était du système de réponse rapide. Et ça, elle a allé poser cette question parce qu'en fait, le système de réponse rapide, je ne sais pas si tu connais le mécanisme, tu es au courant? D'accord. C'est quelque chose qui a été activé par la Commission européenne en 2024, qui implique les signataires du code de conduite sur la désinformation, et qui permet à des acteurs désignés, mais on ne sait pas par qui. On ne sait pas quand ils sont désignés, on ne sait pas qui est désigné, mais ça leur donne la possibilité de notifier du contenu aux plateformes. Génial, mais on ne sait pas qui. Ça a été actif. On ne sait pas qui, sauf s'ils le disent. Donc en 2024, ça a été activé. Funky Citizen en Roumanie a publié son rapport. Ça a été activé pour les élections européennes, mais comme personne ne parle et qu'il y a une omerta, on ne sait pas si en Roumanie ça n'a pas aussi été activé, parce que tu as eu les européennes, les locales, les départementales, le Parlement et les présidentielles. Donc voilà. Ce qui est certain, c'est que ça a été réactivé en 2025 sur les élections d'il y a 4 mois, sur lesquelles il y a eu toutes ces opérations de censure. Et lorsque j'ai posé la question à Lancôme sur ce que faisait Expert Forum, Lancôme m'a dit, Expert Forum, ils sont membres du système de réponse rapide parce qu'ils sont signataires du code sur la désinformation.
Je on parlait avec Funky Citizen, je leur demande, mais est-ce que vous avez censuré d'une certaine manière? Ah non, 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 nous on censure pas, nous on censure pas. Et au final, au bout de mois de conversation, Bah, ah oui, mais on a été membre du système de réponse rapide. Donc en fait, ils te disent pas. Et au final, ils ont reconnu, donc, et Expert Forum et Funky Citizen, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont intervenus en Roumanie avec ces super pouvoirs de flagger. Le Rapid Response System, imagine simplement, tu connais les Trusted Flaggers, les signaleurs de confiance. On peut dire plein de choses sur eux, mais en principe, ce sont des acteurs qui ont une légitimité sur un sujet donné et qui peuvent identifier des problèmes qui sont des entraves à la loi. Il y a plein de possibilités d'abus là-bas aussi, mais dans l'absolu, voilà, en Roumanie, tu as deux acteurs. L'un, c'est l'Institut Wiesel sur la mémoire de l'Holocauste, la lutte contre l'antisémitisme, et l'autre, c'est Save the Children. Alors, dans le rapport, j'explique qu'il y a plein de red flags sur eux aussi, mais au moins, si tu veux, dans l'absolu, ils sont spécialisés sur leur domaine. Le Rapid Response System, c'est faire apparaître d'autres acteurs, leur donner les mêmes pouvoirs qu'un Trusted Flagger pendant une période extrêmement sensible qui est la période des élections. À force de poser des questions, je suis entré en contact avec un acteur tchèque qui fait du fact-checking et ils ont reconnu qu'ils sont membres du Rapid Response System. Et du coup, c'est une breaking news, c'est un scoop que j'ai pu sortir en parallèle de la rédaction de ce rapport, c'est que c'était actif en République tchèque, ils sont en période électorale, ils vont voter ce week-end, personne ne le savait. On a trouvé un membre parce qu'on lui a posé la question et que c'est quelqu'un d'une transparence forte. Il s'appelle Demagogue CZ. Je dis pas que leurs fact-checks sont complètement sans biais, mais au moins ils ont un certain niveau de transparence. Et donc c'est ça ce qu'il faut faire, je dirais, par rapport au DSA. Aujourd'hui, il faut se dire à chaque fois quels sont les acteurs et comment vérifier ce qu'ils font. Parce que le DSA était quand même, si tu veux, tu as le Parlement européen qui a mis son nez dans le projet de Thierry Breton et qui a rajouté des garde-fous pour les citoyens. Tu as l'article 21 pour faire appel à des organismes d'arbitrage et donc obtenir réparation lorsque tu es censuré. Tu as l'article 53 qui est celui au nom duquel j'ai déposé une plainte formelle puisqu'il y a un risque systémique et les journalistes indépendants et d'opposition qui sont censurés dans ce pays, la Roumanie, qui est aujourd'hui en pleine dérive de régime hybride, hein, c'est The Economist qui les a qualifiés comme ça. Et puis, j'ai perdu le fil, excuse-moi. Pour savoir qu'est-ce qui a été rajouté par le Parlement dans la proposition de Thierry Breton pour protéger les citoyens. Exactement. Et tu as quelque chose qui a été renforcé, qui est les DSA, Statements of Reasons, donc les déclarations de motifs. En principe, sous le DSA, tu n'as pas le droit de faire la moindre opération de modération sans la rapporter. C'est publié, donc en principe, tu as un site internet, tu peux y aller, tu as même un accès API, donc c'était un peu développeur et j'ai obtenu l'accès, tu peux faire des interrogations serveur à serveur pour obtenir des infos. En principe, tout ce qui se passe sur la censure, toute la modération, de léger à dur, ça doit être renseigné. Sauf que c'est complètement anonymisé, tu ne peux pas retrouver la trace de ta propre censure. Et si tu cherches ce qui s'est passé sur la Roumanie, il n'y a quasiment rien. Donc, le gros problème, et c'est le début du rapport, traces, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est-à-dire que si le volet censure du DSA, il marche à plein régime, il s'en donne à cœur joie, il ne rend pas de compte. Et les autres volets qui apportaient des droits aux citoyens, transparence, possibilité de faire appel, possibilité d'avoir d'être écouté quand tu fais appel, possibilité d'avoir une procédure redress, pardon. De réinstallation dédommagement, oui, réinstallation du compte et dédommagement via ces organismes d'arbitrage. Tout ça, ça fonctionne quasiment pas. Les organismes d'arbitrage, je les ai tous contactés. T'en as aucun pour les Roumains, t'en as aucun qui traite des demandes en roumain. Donc, en plus, il faut, si tu es un Roumain lambda, tu n'as aucune chance de pouvoir aller auprès d'eux. Au final, j'en ai trouvé 2 qui seraient d'accord. Alors, j'ai pas de problème à ce qu'on dépose les demandes en anglais. Au contraire, mon objectif, c'était d'aller vite. Donc voilà, j'en ai trouvé 2 qui seraient d'accord de traiter les demandes. Mais tu vois, on est vraiment sur quelque chose où tout ce qui était censé apporter des droits et donner de la transparence manque à l'appel. Et c'est là-dessus, c'est-à-dire que, comment dire, c'est normal de critiquer le DSA dans l'ensemble, mais concrètement, c'est l'outil juridique aujourd'hui qui nous permet d'attaquer sur la transparence ces censeurs
qui ne rendent aucun compte. Donc, il faut s'approprier ces outils. Il faut poser nous, journalistes, il faut poser des questions, identifier les acteurs, de celui qui est le grand coordinateur au niveau national, à ceux qui s'activent temporairement et qui doivent absolument rendre des comptes pendant les périodes électorales, et Ça, c'est jusqu'au bas de extrêmement... l'échelle. Ouais, parce que ce que tu dis, donc, c'est qu'il y a un système de censure extrêmement bien organisé, mais là où c'est encore plus inquiétant, c'est qu'il y a un système de censure spécialement dédié aux élections, hein, pour soi-disant lutter contre les ingérences, mais qui en fait choisit un camp politique. Il ne s'agit pas d'ingérence. Enfin, là, c'est de l'ingérence de Bruxelles, de la Commission européenne. On choisit qui invisibiliser parce qu'ils ne sont pas du côté du parti pro-européen qui va se présenter aux élections. C'est quand même dingue. Enfin, Sur la Roumanie, sur les 2 acteurs confirmés, les biais sont au maximum. Ouais. Le fact-checker, la Funky Citizen, ils ont fait un fact-check sur l'opposition, donc Simeon, George Simeon, Ouais. parce qu'il est sorti à un moment donné un contrat de lobby avec un lobbyiste américain, avec lesquels ils étaient entrés en contact dans l'objectif de pouvoir tisser des liens avec, on va dire, les forces conservatrices américaines. Aux États-Unis, tout type de lobby étranger doit être déclaré. C'est le Foreign Act Registration, Foreign Agent Registration Act, oui, FARA. Donc tu ne peux pas, c'est très amusant par rapport à ce qui se passe chez nous, hein, puisque toutes ces ONG qui reçoivent des fonds étrangers, etc. Voilà. Mais aux États-Unis, tu ne peux pas avoir d'opération de lobby sans être déclaré. Et donc le parti en question, souverainiste de Simeon, avait pris contact avec un lobbyiste. Le lobbyiste a dit « je me déclare ». Il y a ce contrat en préparation, et donc il a enregistré. En Roumanie, grand scandale, oh là là, ils envoient 1 500 000 dollars pour graisser la pâte des conservateurs américains, enfin, tout ce qui peut être... Et Simeon qui dit, non, c'est faux, il n'y a jamais eu de paiement, le contrat n'est jamais entré en action. Le fact-checker fact-check la déclaration de Simeon et dit... Qu'est-ce que nous vérifions? C'est une méthodologie de fact-checker. Qu'est-ce que nous vérifions? Nous vérifions s'il y a eu un paiement d'1 500 000 dollars. Quelles sont les preuves? Déclaration au Foreign Act. Il donne un lien qui date de 2018. C'est une erreur, c'est une coquille, mais je trouve que c'était un petit peu pratique, si tu veux, de faire croire que c'était beaucoup plus vieux que la réalité. Le lien pointe vers un document de 2025 qui est le document qui déclare le contrat et l'intention. Et il conclut, il y a bien eu paiement. Je leur ai répété, mais vraiment, j'en pouvais plus de leur répéter. On se parlait humainement, si tu veux, par email. Je disais, mais un contrat n'est pas un règlement. Un contrat n'est pas un règlement, c'est le b.a.-ba. Vous pouvez dire, il y a contrat, vous pouvez taper sur le contrat, vous pouvez dénoncer l'approche du contrat, vous ne pouvez pas fact-checker un règlement en n'ayant pas de preuve de règlement. Et le pire, c'est que, de toute évidence, le règlement n'a jamais eu lieu. Notamment parce que quand le contrat est sorti, c'est devenu un scandale, donc ils n'avaient aucune raison d'aller l'honorer. C'est un sujet sur lequel Patrick Dehudrin, donc mon co-auteur, avait travaillé. Et donc, tu as des gens qui sont tellement biaisés que même un mensonge, tu leur mets le nez dans leur mensonge, ils ne vont pas le corriger. Bah, on a les mêmes à la maison, hein, les fact-checkers, c'est exactement ça. Ils vont répéter un mensonge suffisamment de fois en disant mais non, mais c'est pas grave, c'est nous qui disons la vérité. Donc à partir du moment où nous sommes performatifs, il n'y a pas de raison de croire que c'est un mensonge puisque nous sommes la vérité. C'est quand même impressionnant. C'est très récent en fait, cette organisation européenne de censure. C'est von der Leyen qui a poussé ça ou bien c'était déjà dans les cartons, dans les commissions précédentes? Alors, écoute, déjà, je renvoie encore une fois, j'invite encore une fois les auditeurs, spectateurs à regarder le sujet Le Monde moderne, Twitter Files avec Thomas Fazi et Pascal Clairaut, puisque effectivement, enfin, Pascal dit très très bien que la France a un petit peu inventé le concept de complexe industriel de censure, qui a été le terme utilisé par Michael Shellenberger aux États-Unis lorsque les Twitter Files sont sortis. Donc, en France, il y a un gros bagage, si tu veux, là-dessus, depuis les lois Pleven, et une forme d'instrumentalisation de la lutte contre certains discours pour finalement faire taire toutes les opinions qui sont déplaisantes. Aux États-Unis, ils ont une approche de la liberté d'expression qui est beaucoup plus radicale, où en gros, si tu n'es pas dans un appel à la violence claire, tu as le droit de dire n'importe quoi, n'importe quelle énormité, n'importe quel propos méchant. On est censé être assez grand pour supporter des mots, et c'est pas les mots qui tuent des gens.
Voilà. Donc les Américains pensent comme ça. En France, on a vraiment je dirais, ce travers de longue date de censure. On a eu une période glorieuse. Je pense que tous deux, on a grandi dans l'époque de l'impertinence des Coluche, des Desproges, de l'époque initiale de Charlie Hebdo. Et on a eu une époque où je dirais, la lutte contre la censure était embrassée par des mouvances allant de la gauche aux anarchistes et pas que, enfin des proches n'étaient pas spécialement de gauche. Et puis on a eu ce virage. Et alors effectivement, quand tu le dates, je pense que pour moi, il y a le vote sur la Constitution européenne, le fait qu'on soit passé par-dessus la décision du peuple, c'était peut-être le premier grand moment qui montre une décision des élites de se dire on va passer outre la démocratie et on va passer dans un mode de régime où au final toutes les voix critiques pêle-mêle, qu'on va qualifier d'extrême droite, d'extrême gauche, les abstentionnistes, tout ça, on va faire en sorte comme s'il n'existait pas, et puis on va continuer de s'accrocher au petit nombre de gens qui veulent bien voter pour nous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec Macron qui a, enfin, il n'a aucune légitimité, il est encore au pouvoir, quoi. La seule chose qu'il tient au pouvoir, c'est que les gens ne descendent pas dans les rues, ou s'ils descendent dans les rues, que la police fasse encore la même chose que pendant les Gilets jaunes, avec une énorme répression. Ah là, si, on a eu quelques manifestations, il y avait quand même un dispositif policier impressionnant à chaque fois, quoi. Il y a cette peur quand même de dire à un moment, bon voilà, ça se voit que c'est plus de la démocratie. Mais... Oui, voilà, c'est exactement ça. C'est plus de la démocratie. Donc tu as ce premier moment qui est la Constitution. Ensuite, tu as effectivement, je dirais, le moment Brexit et le moment Trump, où ils se sont rendus compte que, au final, les populations pouvaient voter comme elles voulaient. Dire qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas Trump, on peut faire plein de théories sur son rapport au système. C'est un milliardaire, c'est pas un dissident du système. Mais son élection, pour moi, c'était vraiment une preuve que la démocratie américaine fonctionnait, puisqu'en fait, on pouvait réellement élire même quelqu'un qui rejette tout l'établissement. Et c'est ce qui les a terrifiés. C'est-à-dire que Brexit, Trump, effectivement, ça veut dire que potentiellement, le retour des peuples et la pression, et la plus grosse pression aujourd'hui, elle vient du fait que les réseaux sociaux offrent la vérité sur la place publique. Les gens, pendant le mouvement des Gilets jaunes, la documentation de la répression policière, si bien faite par David Dufresne, c'est du David Dufresne, chapeau bas, mais c'est également Twitter et Facebook. C'est le fait que n'importe qui, avec son téléphone... Le journalisme citoyen, quoi. Tout le monde remontait. C'est ça. Et ce qui n'était pas montré à la télé. Voilà. Et si vous osiez parler de violence policière, vous étiez déjà, un dangereux séditieux. Donc c'est vrai que là, on voit le pendant et toute cette application qu'ont les personnes au pouvoir de censurer les réseaux sociaux, parce que oui, il y a une part de vérité grandissante dans les réseaux sociaux, alors que les médias d'oligarques sont là pour gérer le narratif, expliquer, il y a les sondages, il faut voter comme ça, la nouvelle qu'on va mettre devant, c'est le fait divers ou le truc de politique qui doit intéresser, voilà. Mais ce problème-là, il n'est pas nouveau pourtant, parce qu'on remonte à 2017 avec la victoire de Trump, et on voit bien que ça n'a fait qu'empirer. Alors aux États-Unis, malgré tout ce que les démocrates ont pu mettre en place et dire sous Biden, on fera tout pour que Trump ne revienne pas, Trump revient. Oui, c'est quand même un énorme échec pour ce système de censure. Oui, mais c'est comment dire, ça a nécessité. Déjà, c'était pas garanti. Je sais que Pascal Clairotte est assez optimiste sur le fait que ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que ça leur explose à la figure de toute manière. Alors, espérons. Le problème, c'est qu'en Roumanie, aujourd'hui, ça a fonctionné. Moi, ma petite feuille de traduction, elle est censurée. Donc, le problème, c'est quand est-ce que ça va réellement exploser dans le sens, les digues vont céder et l'information va pouvoir circuler librement. Ça, on ne sait pas.
Et le risque d'une aggravation de l'emprise de ces censeurs sur la société, il est quand même là. Trump, ça a été vraiment, je dirais, il y en a fallu beaucoup. C'est-à-dire qu'il a fallu que Kennedy, qui est historiquement parti démocrate, se rallie à lui. Il a fallu que Tulsi Gabbard, qui est historiquement démocrate, se rallie à lui. Tu as des gens très importants. Tu as Matt Taibbi, Michael Schellenberger, leur travail sur les Twitter Files a été essentiel. Musk, le fait que Musk ait libéré la parole sur Twitter, Oui. ça a été essentiel. Donc tu as quand même, on peut se dire, oui, de toute façon, ça va leur exploser à la figure. Voilà, peut-être, d'un autre côté, tu as quand même des décisions, des prises d'opposition majeures, radicales, des gens qui n'étaient pas pro-Trump, qui ont dit, OK, c'est trop, it's too much, on va soutenir Trump pour avoir la liberté d'expression. Alors, ils l'ont pas complètement, il y a plein de soucis. Ça me fait penser, d'ailleurs, très amusant, aparté, je me suis rappelé, je viens de faire un papier là-dessus, je me suis rappelé, après avoir publié le rapport, que lorsque j'avais essayé de faire des pubs pour des articles du Diplo, les articles de John Mearsheimer, grand analyste de géopolitique, étaient refusés par Facebook. Je pouvais pas faire une pub pour cet article. Alors c'est quand même, si tu veux, tu publies le Diplo en roumain, tu sors un nom qui est une sommité. Inconnu, ouais. Voilà, c'est un peu normal de vouloir le mettre en avant et pour pouvoir obtenir des abonnés. Il m'avait bloqué ça. Et du coup, j'ai fait un test sur 29 articles il y a 3 jours. Ils m'en ont bloqué 10. Et ils ont bloqué, ils ont bloqué l'article de Serge Alimi et Pierre Rimbert qui s'appelle La passion d'interdire. Où voilà, ça s'invente pas, quoi. Mais c'est grave en Roumanie. Mais le Facebook roumain, c'est une jungle, en fait. C'est terrible. Pour moi, ils censurent comme des sauvages. Voilà. Alors, Facebook, TikTok et ces acteurs qui, au nom du DSA, font tout n'importe quoi. C'est pas du tout la ligne qui a été prise par Zuckerberg après la victoire de Trump. Hein. Tous disent ah bah non, on va arrêter avec ces fact-checkers, mais c'est pas le cas. En fait, au cas par cas, on voit bien que dans chaque pays, les réseaux ont des censeurs locaux. Voilà, et là-dessus, du coup, tu te poses la question de savoir si c'est des gens, et c'est une partie des questions qui sont dans le rapport, c'est est-ce que Facebook répond aux ordres? Parce qu'au final, le DSA, je dis un moment, il ne faut pas plaindre les réseaux sociaux, c'est parmi les entreprises les plus puissantes du monde, mais d'un autre côté, le DSA leur met un pistolet sur la tempe qui est attention, si tu ne respectes pas ce qu'on te rapporte comme censure, tu risques de te prendre 5% d'amende sur ton chiffre d'affaires. Ah, pour toute personne qui a eu une activité économique, le chiffre d'affaires, c'est pas le profit. Hein. Donc 5% sur ton chiffre d'affaires, ça peut faire très très mal. Si tu es en perte, donc ils ont un pistolet sur la tempe qui est de dire si tu respectes pas, tu vas te prendre cette amende-là. Et puis ils reçoivent des demandes. Ils en reçoivent à tort et à cri. Donc ça peut être leurs équipes, ça peut être des gens infiltrés dans leurs équipes. Tu as des articles sur le sujet. Ça peut être toute cette structure d'ONG à différents niveaux. Et donc que fait le réseau social? Soit il refuse, soit il accepte. De ce que j'ai revu comme retour de l'Institut Wiesel sur la lutte contre l'antisémitisme. Ah, on t'a perdu, Stéphane. Alors, on a perdu Stéphane. Et ben voilà, on est censuré en direct. Hein. Je ne sais pas si vous m'avez moi, mais ça se trouve, on a perdu toute la chaîne en fait. Que se passe-t-il? Je vais lui demander de revenir. Hop. Et lui demander de revenir. Hop. Alors, bah, ça c'est la censure en direct. C'est fou. Enfin, ce que dit Stéphane est fou. Hein. Je ne sais pas si vous suivez depuis le début de l'entretien, mais on est quand même sur un système de censure extraordinaire. Alors voilà, c'est du jamais vu, quoi. Voilà, merci. Oui. On t'avait perdu. Coupure de courant. Je suis passé en réseau mobile. J'espère que ça passe encore. Ça va. T'es un peu saccadé, mais ça va, ouais. Ok. Donc en fait, le principe, tu peux imaginer que c'est un vrai plan qui consiste à dire on va exploser le nombre de censeurs possible, on va tous se cacher derrière la plateforme, et effectivement, un élément de bascule pour les citoyens européens, ce serait que les plateformes jouent vraiment le jeu et en gros fassent ce
que Musk a dit qu'il faisait. Zuckerberg, quand il a dit qu'il allait arrêter les fact-checkers, je sais pas, tu es toujours là? Oui, pardon, je suis désolé, je viens d'être coupé. Il a fait cette déclaration en janvier. Il a dit les fact-checkers ont fait trop de mal, ont détruit plus de confiance qu'ils n'en avaient créé. Et donc, il veut arrêter et mettre un système de community notes, ce qui est effectivement la meilleure chose. C'est-à-dire que, par exemple, même Funky Citizen, tu vois, le fact-checker qui racontait n'importe quoi sur le contrat en question, confronté aux community notes, si ces gens avaient un retour, ce serait déjà mieux. Voilà. Mais, alors, Zuckerberg dit ça, et le contrat, juste pardon de te couper, mais le contrat Facebook pour Funky Citizen continue encore. Il continue de payer Funky Citizen pour des fact-checks. Et il le paye au fact-check. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que y a le discours officiel, il y a ce qui se passe aux États-Unis, YouTube qui va payer 22 millions de dollars à Trump parce qu'ils avaient suspendu son compte après le 6 janvier, puis il y a le reste du monde où on voit bien que c'est pas du tout ce qui se passe aux États-Unis sur la liberté de parole, parce qu'il y a des lois locales et que les plateformes, comme tu dis, vont se conformer au DSA pour ne pas payer les 5% d'amende, et donc sont prêtes à toutes les contorsions, malgré le discours officiel qu'on a à Washington, pour dire on va censurer qui vous voulez, hein, il n'y a pas de problème, c'est pas notre pays. Même si Elon Musk, lui, utilise X pour faire monter des comptes en fonction des pays. Notamment, on a vu en Angleterre avec Tommy Robinson, en Allemagne avec l'AfD, etc. Mais par exemple, tu parlais de X avec les community notes. Eh bien, tous les censeurs, finalement, ont fait une transhumance. Et ils se sont dit, on va pas rester sur X, on va partir, parce que X, c'est trop méchant, et on va aller sur Blue Sky, on va aller sur Instagram, on va aller là où on n'a pas justement à être confronté à des gens qui vont checker, les fact-checkers, et dire ce que vous dites, c'est des mensonges, ou c'est approximatif, ou c'est faux. Et donc là, il se crée un nouveau monde, loin de X, anciennement Twitter, pour refaire la même chose. Oui, mais qu'ils y aillent, hein, qu'ils se créent leur petit monde loin de la réalité, dans des bulles de confirmation les uns les autres, et simplement qu'ils ne viennent pas nous censurer, nous autres. Quoi. Non, mais ce qui est fou, c'est par exemple, qu'on ait un espace de liberté. Pardon. Oui, mais visiblement en Roumanie, c'est pas le cas. Alors je sais, peut-être c'est aussi culturel, hein, puisqu'il y a eu les années Ceausescu, etc. Donc on se dit il y a aussi une tolérance à la censure, une habitude à la censure qui fait que c'est comme ça. Mais quand même des posts à 600 vues, des micro comptes qui sont censurés systématiquement. On est là sur, c'est l'équivalent du Roundup pour la biodiversité, quoi. C'est vraiment, on tue tout ce qui est de l'ordre de la liberté d'expression. Et microscopique. Oui. Du microscopique au macroscopique. Encore une fois, Turchescu et Christoiu sont des figures majeures. Mais eux, ils ont eu des recours quand même. Ça a fait du bruit, la censure de... Alors le problème, c'est un élément assez amusant que je rapporte dans le rapport, c'est qu'à un moment donné, alors j'ai découvert un truc hallucinant, c'est que tu as Freedom House qui est référencé comme fact-checker par l'EDMO, le European Digital Media Observatory. Freedom House, c'est un truc financé par USAID qui est censé défendre la liberté d'expression. Et quand je discute avec la personne au téléphone, que je parle de Christoiu, d'un seul coup, elle s'est braquée. Ah là là, mais Christoiu, non, les gens qui mentent et puis qui commettent des abus. Et d'un seul coup, si tu veux, tu réalises que ces gens-là qui étaient censés, ils étaient là pour défendre la liberté de la presse, la liberté en Roumanie, pays en transition, qui échappait à des années de totalitarisme, ils ne prennent pas le discours de dire je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Pas du tout. Ouais. Ils sont voilà. En fait, ils sont dans leur petit monde de nantis, financés par les pouvoirs exécutifs, et dès que quelque chose leur sort par le nez, ils vont pas se battre pour dire ce monsieur a le droit de dire des énormités. Je pense qu'il faudrait qu'on prenne tous l'habitude de dire ce monsieur a le droit de dire des énormités. En plus, tel point, c'est pas une énormité. Et parler. Et je pense qu'il faut une pression. Donc, tous les journalistes pousser pour la transparence. C'est en fait la transparence, c'est vraiment c'est de la kryptonite pour ces gens-là.
Ouais, bah ça fout en l'air leur système de censure. Parce qu'ils passent leur temps à parler de l'état de droit, de la démocratie, de la transparence. On peut parler des SMS d'Ursula von der Leyen, mais à partir du moment où tu les mets devant cette confrontation, il n'y a plus personne. Et ils font tout pour ne pas être transparents, justement. Et pour faire en sorte de mettre des couches et des couches de règlements, de lois, d'acteurs qui font qu'il est impossible de savoir qui censure. Puisque, en fin de compte, ton rapport fait que pour trouver qui censure, bah, c'est toujours pas, t'as toujours pas la réponse. Décidément. Bon, bah, c'est les aléas du direct, hein, vous avez l'habitude avec nous. Alors, revoilà Stéphane. Alors là, non, on n'a plus l'image. Ah si, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Je pense que c'est un problème de réseau là-bas. Stéphane est en Roumanie. Alors, ça fonctionnait bien jusqu'à un certain point, mais là, on a atteint la limite. Ou alors, c'est vraiment qu'il censure immédiatement dès qu'il prend la parole. Je sais pas, mais bon, je vais lui dire de revenir. Voilà. OK. Et cette fois-ci, c'est bon. Oui, je suis désolé. Je me demande si tu es victime de censure ou si c'est un problème de batterie. Ils attaquent les réseaux électriques, les réseaux GSM. Donc, je sais plus ce que je disais, du coup, mais c'était sur l'absence de transparence absolue. Et in fine, dans ton rapport, tu n'as toujours pas trouvé qui censure. Il n'y a pas de réponse à ça aujourd'hui. Oui, on sait qui sont les censeurs, on ne sait pas qui a censuré ces cas précis. Et effectivement, pour moi, il y a deux solutions possibles. Il faut les appliquer partout, ces solutions-là. Un, c'est donc plainte auprès du coordinateur de service numérique. Donc, lui, il est censé obtenir les réponses et me les donner. Alors, ils sont, encore une fois, ils sont tout à bien des égards, mais c'est une des démarches. Et je pense que si comment dire, je pense que si le même problème se posait en France, j'ose espérer que l'Arcom serait beaucoup plus professionnel dans la réponse apportée à une plainte formelle au nom de l'article 53. Donc, il faut utiliser ces outils-là. Donc ça, c'est une des voies. L'autre voie, c'est de demander aux censeurs, parce qu'à un moment donné, enfin, à force de leur dire, est-ce que c'est vous qui avez fait ça, t'en as quand même un qui va dire non, ça c'est pas moi. Et donc t'en as un, deux, trois qui dit c'est pas lui. Au bout du compte, tu peux dire où c'est le dernier ou c'est d'autres mécanismes qu'il faut encore déterrer. Et enfin, très important, et je pense qu'il faut essayer de l'obtenir, c'est que les plateformes fassent la transparence. Les plateformes ont reçu toutes ces demandes. Les plateformes savent, tu sais, quand je te parle du rapid response system, du système de réponse rapide pendant les élections, ce sont des acteurs qui notifient aux plateformes. Donc, ça veut dire que TikTok, Facebook, Google, Microsoft savent qui participe à ce système. Donc, ils ont l'information. Lorsque Cecilia Gilkova à Prague est allée poser la question sur cette réunion dont je te parlais tout à l'heure, une des personnes a dit « Oui, mais la Commission européenne pense qu'il ne faut pas que les membres du Rapid Response System soient connus pour les protéger. » Mais c'est quoi ce truc? Parce que quoi, il risquerait quoi? L'idée, c'est pas ce qu'il risque, puisqu'en fait, il risque rien. L'idée, c'est de créer d'autres nuages de fumée pour arriver à cacher la censure derrière tout un tas de différents mécanismes et faire en sorte qu'on s'y retrouve pas. Et aujourd'hui, on est à 4 mois des élections roumaines, il y a eu censure, il y a eu des acteurs dans le système de réponse rapide. J'ai eu 2 acteurs qui ont été identifiés, mais un seul a reconnu au passage. L'autre, c'est l'Arcom qui me l'a identifié. Et je ne sais pas s'il y a eu d'autres acteurs. Donc voilà, il faut continuer de poser des questions et il faut espérer que les plateformes, effectivement, dans l'absolu, à un moment donné, il y a 2 écoles. C'est-à-dire, soit les plateformes sont complètement responsables, et donc, il faut les harceler, y compris avec des demandes d'arbitrage. Donc, voilà. Soit elles ont un parti pris de dire nous sommes plateforme, nous sommes comme un service, nous sommes comme EDF avec le courant. C'est pas nous de faire ce sale boulot de censeur. Et il faut qu'elles laisse sur la place publique ces informations-là. Il faut qu'on sache si c'est quelqu'un chez TikTok qui abuse de son pouvoir, si c'est TikTok qui est main dans la main avec le pouvoir exécutif roumain, pour au final garder la main sur le pouvoir. Il faut savoir si c'est ces ONG qui sont aux ordres d'un ensemble, on va dire, narratif, von der Leyen, Macron, etc., et qui font du renforcement narratif, qui ont censuré. Il faut qu'on sache.
Il n'y a pas Ouais. d'autre solution. Je veux dire, le Non, non. DSA était là pour amener la transparence, il faut qu'on obtienne la transparence. Et donc le Oui, rapport, parce c'est on la est loin première de étape, l'avoir. il y en aura un deuxième. Ouais. On est très loin de l'avoir. Et est-ce que, justement, tu as des contacts, est-ce que ce serait pas, utile de créer un réseau de journalistes indépendants, en Moldavie, en Pologne, enfin dans tous les pays qui sont confrontés à cette ingérence, européenne? Puisque c'est nommons les choses, hein, il est question là d'une ingérence, pour, justement qu'il y ait une sorte de class action, hein, ou du moins des demandes qui soient récurrentes et qui viennent de tous ces pays. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu as des contacts, par exemple, dans d'autres pays? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler à coordonner ça? Alors on est vraiment au tout début, si tu veux. Donc la plainte l'a déposée en Roumanie, je crois que c'est une première. Donc on est vraiment en phase de test. Et c'était d'ailleurs une des choses, si tu veux, qui pourrait donner une forme d'optimisme, c'est quand j'ai pu discuter avec l'Arcom en France. Mmh. Je me suis rendu compte à quel point, si tu veux, eux-mêmes observaient comment ces mécanismes étaient en train de se mettre en place. Et donc, on le sait, tout ce qui provient de là, tout ce qui est lié à la censure s'est mis en place très vite parce qu'en fait, ils étaient déjà là. Ils faisaient Ouais. déjà le sale boulot pendant l'époque du Covid, etc. C'est Euh, ça. donc, ils Ouais, étaient ça a starting vraiment block. été On le leur tour a de donné, chauffe. voilà, c'est des tours de chauffe. On leur donne le DSA, youpi tralala. Maintenant, ils ont plus un badge pour faire les mêmes malversations, mais avec une forme d'autorité. Bon, et les autres qui sont censés lutter contre sont en train de se mettre en place. Et par exemple, en France, tu n'as pas, à mon souvenir, l'Arcom n'a pas encore identifié ou désigné d'organisme d'arbitrage. C'est-à-dire que si tu veux porter plainte aux plateformes, que tu es français, que tu as eu ton compte suspendu, aujourd'hui, il faut que tu ailles taper sur des organismes qui sont à l'étranger, à Malte, en Ouais. Hongrie, en Grèce. Voilà. J'ai perdu ta question, pardon. Bah, c'est sur une initiative justement Ah oui, coordonnée. pardon, sur le fait de se coordonner. Oui, bien sûr. Ouais, 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 c'est ça qui Donc est voilà. Donc important, ouais. effectivement, c'est très difficile de coordonner des journalistes en Roumanie. Ouais. Je ne sais pas si c'est la même chose ailleurs, mais effectivement, on a vraiment beaucoup d'électrons solitaires avec des forts caractères. Et ça fait des années que l'idée d'avoir une forme d'outil de défense de tous les journalistes a cédé face aux pressions de certains qui voulaient représenter la presse et avaient justement de l'argent étranger pour le faire. Et donc très vite, la lutte entre influence, réseau, on va dire Soros, USAID, etc., Ouais. et les autres s'est cristallisée. Donc tu peux pas dire à quelqu'un qui peut fédérer tous les journalistes de Roumanie. Et en plus, en Roumanie, on en avait parlé la dernière fois que tu m'avais invité à ton émission. Tu as, depuis les années 2000, tu as les services de renseignement qui ont infiltré les salles de presse. Donc tu as des Ouais, c'est ce que infiltrés, tu des m'avais acteurs du dit. C'est-à-dire, renseignement. Voilà. dans tous les Donc, titres de presse, il y a des agents, qui sont, dans les rédactions, quoi, c'est ça? un journaliste spécialisé sur le domaine m'a dit que pour lui, il y avait probablement de l'ordre de 200, 100 à 200 infiltrés dans les rédactions, donc C'est des dingue. agents des services de renseignement, et ils ont infiltré la presse internationale. Donc, tu as un article d'un l'équivalent du Canard enchaîné roumain qui pose la question des infiltrations dans la rédaction de quotidiens comme Le Monde, Deutsche Welle, BBC. Et effectivement, tu ne peux pas savoir si ce sont réellement des infiltrés, mais tu vas voir que ce sont des gens qui, au final, répètent, rabâchent les mêmes choses, qui, globalement, sont une forme de défense de la politique extérieure roumaine, relais de certains intérêts particuliers qui sont également défendus par les services de renseignement roumains. Donc on a un gros souci là-dessus en Roumanie. Après, à travers le monde, on sait qu'on a des amis. On a des amis. Enfin, le fait qu'on parle tous les deux, Alexis, en ce moment, le fait que tu aies reçu Thomas Fazi, Pascal Clairotte, on a plein de gens qui, je dirais, d'une certaine manière, je sais plus. Oui, ces jours-ci, j'ai utilisé la métaphore de Diogène, tu sais, avec sa lanterne qui cherche un homme. Ok, les médias mainstream ne servent à rien. Il ne faut pas aller chercher là-bas. Je Non, veux dire, ça c'est clair. personne de sérieux ne va être dans les médias mainstream. On va retrouver des Ouais, gens ouais. compromis à différents niveaux. Mais par contre, si tu cherches des gens qui font du journalisme, des gens qui sont capables de défendre la vérité, d'exposer la vérité, tu vas en trouver. Tu as Thomas Fazi, tu as Pascal Mmh. Clairotte, tu as Alexis Poulain, tu as Et Matt voilà. Taibbi, tu as Michael Schellenberger, Ouais. tu as Lee Fang, donc tous les gens qui ont bossé sur les Twitter files sont des gens
particulièrement intéressants. Michael Schellenberger, il est intervenu au Brésil et il a trouvé des gens passionnants qui ont réussi à débunker tout un tas de problèmes autour de ce qui était du harcèlement judiciaire contre Bolsonaro. Donc, partout, tu as Andrew Lowenthal qui a travaillé sur les financements américains dans les ONG énormément. Il a créé une base de données là-dessus. Donc, je dirais que c'est quelque chose qui est en train de se former, je dirais, sur une forme de presse exigeante, alternative. Ça se construit. Un problème, par contre, c'est qu'effectivement, comment dire, aux États-Unis, tu as une audience. Tu peux vivre d'un Substack où tu vas publier. Ouais. Michael Schellenberger, ils ont 2 millions, Public News a 2 millions d'abonnés. Matt Taibbi a énormément d'abonnés. Aujourd'hui, mon Substack, par exemple, il est au tout début. J'ai besoin d'abonnés. D'ailleurs, c'est FranceZul. Je mets le lien dans la vidéo de FranceZul.substack.com pour aller suivre. Alors, c'est en anglais. Il y a parfois des traductions, mais... Oui, il y a parfois des traductions, mais c'est une question que je me pose en fait. Je suis vraiment preneur de retour là-dessus, notamment dans la perspective de solliciter à des personnes de s'abonner à mon travail et donc de contribuer financièrement. C'est en gros de savoir qu'est-ce qui est le plus attendu. C'est-à-dire s'il y a une demande d'articles en français qui serait des traductions, parce que je pense que c'est très important. Enfin, pour ce que je fais, c'est important de partir de l'anglais pour pouvoir pousser le plus vite possible les informations vers les acteurs du DSA, les coordinateurs, les autres acteurs impliqués. Bien sûr. Mais par contre, ça m'est relativement facile de traduire mon propre travail. Donc effectivement, si c'est un élément, je serais tenté d'augmenter la partie française ou d'assurer qu'il y ait une traduction systématique. Ouais. Je sais que tu m'avais demandé sur un des textes que j'avais publié. Oui, parce que je pense que c'est quelque chose qui, au moins en France, on a déjà les bases du débat. On est un pays qui a pris conscience de l'enjeu, du danger aussi. On a affaire aux fact-checkers, on a vu la folie Covid. Donc, je pense qu'en France, c'est quand même une base arrière assez importante pour le grand public, on va dire. Même si on a des audiences qui sont encore confidentielles, même si elles ne font qu'augmenter. Mais il y a quand même déjà un intérêt à ce débat-là. Alors que il faut les deux, parce que comme tu le dis, pour parler aux acteurs internationaux, à la Commission européenne, il faut parler en anglais, donc il faut les deux, mais je pense que pour ce qui est du débat, c'est important, pour ma paroisse, d'avoir les informations. Mais je vous invite quand même à aller voir et vous abonner au Substack de Stéphane, c'est francezul.substack.com. Merci. Oui, parce que là, au-delà du rapport que tu viens de faire, de l'enquête que tu viens de faire, on va voir ce système qui se réplique, qui se répète à chaque élection. Et comme tu le disais, Nathalie Loiseau, députée donc Renew au Parlement européen, qui vient de la galaxie Soros, et qui lutte contre les ingérences, qui fait le bouclier démocratique européen, qui est donc une des censeurs en chef, ou du moins qui coordonne cette censure, parlait même des élections en France en 2027. Donc, tous les pays sont concernés par ce système de censure politique. La Roumanie doit vraiment servir de signal d'alarme. On dit, je ne sais pas si la métaphore canary in a coal mine. Le canari dans la mine, bien sûr. Le canari dans la mine, oui, bien sûr. Oui, pardon. Oui. On a un pays de l'Union européenne qui suspend une élection, qui empêche un candidat de participer et qui derrière applique des méthodes de censure brutales. L'Union européenne est censée être une union de pays démocratiques. C'est l'article 2 des traités. Quand ça a été la Pologne et la Hongrie qui ont pris des mesures qui étaient considérées comme non démocratiques, la menace d'activer des suspensions de fonds a été évoquée. Pour le cas de la Roumanie, ça n'a pas été fait. Et c'est très très clair. Il faut que tout le monde comprenne. S'ils n'ont rien dit, c'est que le risque de répliquer ça ailleurs est maximal. C'est qu'ils n'ont aucun problème à faire ça. Ils ne comprennent pas la gravité de suspendre une élection alors que les gens ont commencé à voter. Ils ne comprennent pas la gravité de dire en fait, vous ne savez pas ce que vous voulez voter. C'est vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que l'influence, le succès de la campagne Georgescu, au final, comment expliquer
comment que ça se transforme en bulletin de vote? Comment justifier que Oui, ces bulletins ouais. de vote ne sont pas légitimes? Quel est leur argument? Que les gens, on leur a lavé le cerveau au dernier moment? C'est de la folie Non, c'est pure. débile. Et donc, En fait, c'est le traiter fait les gens d'accepter ça. comme des bots, en fait. Dire finalement, Oui, oui. les gens ne votent pas, ils se font influencer, c'est des gens idiots. Enfin, on part du principe, enfin, avec les censeurs, que la majorité des citoyens sont des gens idiots, Oui, oui, influençables. oui, oui, Ouais. et que comme ils sont idiots et influençables, leur avis ne compte pas. S'ils votent Ouais. mal, on va suspendre. Donc, le fait que l'Union européenne et que tous les dirigeants européens n'aient rien dit sur la situation roumaine dans le sens comment dire, de prendre des distances et de dire ça ne se fait pas. Et c'était une carte à jouer. Je veux dire, en plus, on a parlé, j'en ai parlé sur un podcast à un moment donné avec Pascal Clairotte. La France a joué une carte. Ils ont l'impression de gagner aujourd'hui, mais c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait pour l'image de la France en Roumanie. La France était historiquement un pays qui a Non, mais aidé l'émancipation du peuple roumain. Aujourd'hui, on est le pays qui participe à une reprise en main, une dérive du pays vers un régime hybride, qui participe à censurer la démocratie et qui va soutenir tous ces mécanismes de censure. c'est Donc dingue. autant dire que pour la moitié des Roumains, c'est l'ennemi. C'est terrible. Ah, Aucune c'est raison de Macron, faire c'est ça. la France de Macron, puisque là, on a Voilà. affaire à un régime qui a fait de la censure une de ses priorités. Donc, c'est quand même terrible de voir que la France est devenue aussi une des citadelles avancées de la censure européiste, quoi. C'est terrible. Oui, oui, oui. Et donc, il faut vraiment se poser la question de quelles sont les prochaines échéances. L'oiseau dit 2027, mais voilà, il n'y a aucune certitude qu'on va attendre 2027 avant d'avoir Non, des élections en France. exactement. La, la- Euh, la situation est intenable et je mmh. pense qu'il serait euh, euh, capable, euh, comme des psychopathes, de dire on va continuer dans la même direction. Bah, c'est ce C'est-à-dire, qu'ils font. voilà, on fait des législatives, mais on fait taire au maximum la population. Mmh. On utilise les mécanismes de censure qu'on a observés en Roumanie pour faire taire les oppositions, quelles qu'elles soient, euh, faire taire toute contestation. On vient avec la matraque s'il faut, et puis ensuite voilà, on trouve une forme d'équilibre avec qui voudra bien trahir pour Mmh. continuer la même chose. Ouais. Donc, la question du risque que représente le cas roumain, elle est majeure. C'est pas un petit pays au loin à la frontière de l'Europe qui a fait une bourde. Et les déclarations de l'oiseau, encore une fois, ce qu'ils ont fait en Moldavie, c'était vouloir répliquer le cas roumain. Alors, dans un cas qui n'est pas dans l'Union européenne, où il y a effectivement une lutte d'influence entre les Russes et l'Union européenne, mais Ouais. ils sont tellement, je dirais, désinhibés sur le fait que oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est évident qu'ils vont le faire ailleurs, qu'ils vont continuer. Ah bah, c'est clair, ils s'en Au cachent pas, hein, passage, c'est vraiment ouais, au ouais, passage, sur les ingérences, tu parlais de la Moldavie, je te dis, je voulais pas trop parler de Moldavie, oui, je suis spécialisé sur. Il y a quand même une chose qui est ressortie dans le rapport. On a donc Expert Forum, qui est une de ces espèces d'ONG officines, on ne sait pas trop, qui intervient également en Moldavie, qui est liée au pouvoir exécutif moldave. Ils ont fait un rapport sur des comptes de l'opposition moldave qu'ils ont rapporté au Conseil national de l'audiovisuel roumain. Et en fait, il y a eu un débat. Ces débats publics, c'est quelque chose de très intéressant. Le Conseil de l'audiovisuel roumain a au moins l'avantage d'avoir des débats publics et de publier toutes ces décisions de censure. C'est déjà mieux que tous les autres qui font tout en loose day. Eux ont eu ce débat-là. Et tu as un membre qui s'est levé et qui a dit non, je ne participerai pas à ça. Ce rapport, c'est une ONG, elle n'a pas été validée, on ne sait pas si c'est vrai ce qu'il raconte. Deux, ça concerne la Moldavie. Nous, on est roumain, on s'occupe de l'audiovisuel ouais. roumain. On a une responsabilité territoriale sur la Roumanie. Et au nom du DSA, on n'a aucune raison d'intervenir en dehors de l'Union européenne. Puis il y en a un qui s'est levé. Et au final, il s'est abstenu. À la base, ils voulaient demander la suspension des comptes. Et au final, puisque lui s'est levé en disant mais attendez, c'est pas notre boulot, ils ont simplement notifié TikTok et à suivre, à savoir quelles sont les élections ont eu lieu, mais ça restera un point très intéressant de savoir ce qu'a réellement fait TikTok. Aujourd'hui, pour moi, Mmh. TikTok est vraiment un des plus gros. Enfin, Zuckerberg avec Facebook, c'est un problème parce qu'il n'est pas honnête, parce que les contrats continuent et parce qu'il pourrait tout à fait la faire à la Musk et partager les infos, faire un Facebook file sur n'importe quel pays et ce serait suffisant pour clarifier plein de choses. TikTok, par contre, c'est C'est pire que opaque. tout.
Ouais. C'est complètement opaque. C'est complètement opaque. J'espère, j'ai parlé à 2 personnes. Oui, oui, vous voulez quel dé c'était en juin. Quel est votre deadline? Première réponse, donc tu comprends que tu as le bon interlocuteur, chef de communication, chef de communication Roumanie, et ensuite Ouais. silence radio. Donc j'ai Ouais. redemandé là récemment, j'espère qu'ils vont peut-être répondre. Pour moi aujourd'hui, TikTok, la question la plus importante, c'est on a une série de comptes journalistiques suspendus qui a décidé ça. C'est Et dingue. il C'est faut dingue. poser des questions. Il faut continuer de poser des questions. Tous ceux qui Bah, en nous, France travaillent ouais, là-dessus, ouais. il faut les saouler, quoi. Ah, mais il faut absolument les saouler. Et moi, j'ai un procès en cours avec Twitch qui est homérique parce que du coup, il faudrait aller aux États-Unis pour faire le procès. Ça coûte une fortune. C'est pareil, ils enterrent le poisson. Enfin, il y a personne en France qui répond. Donc, ils ont des avocats qui sont là pour t'occuper et te dire, ah, mais de toute façon, c'est juridiction américaine. Donc, c'est vraiment dingue, hein. Ils font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, les plateformes font à peu près ce qu'elles veulent et le DSA les pousse à censurer un maximum pour ne pas se retrouver sous l'œil de Sauron, puisque on voit que X, hein, clairement, la plateforme de Musk est sous haute surveillance. Ça, c'est une évidence. Et YouTube, je pense, fait déjà attention, puisque eux utilisent massivement le shadow ban, hein. C'est une autre façon de censurer sans le dire. Mais ouais, c'est impressionnant. Bah, écoute, Stéphane, merci beaucoup. Alexis, merci à J'invite tout toi. le monde à aller sur ton Substack pour découvrir l'enquête qui a été faite sur les outils, les agents du DSA en Roumanie, hein, puisque c'est vraiment le cas d'école, la Roumanie, qui va s'appliquer à toutes les élections à partir de maintenant en Europe et qui permet à ces censeurs, hein, de faire passer l'ingérence russe comme le grand méchant loup, alors que eux font une ingérence bien pire dans la censure des voix libres et indépendantes dans chaque pays. Merci beaucoup Stéphane, à bientôt. Merci à toi. Et voilà. Alors, nous, on va continuer la revue de presse. Les révélations de Stéphane étaient dingues, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi l'interview. Je la mettrai en séparé sur le YouTube du Monde Moderne. Mais quand même, en résumé, il y a un système industriel de censure géré par les États, géré par des entreprises privées, parfois américaines, géré par des ONG financées par Soros ou non, avec l'aide du législateur européen qui a fait donc le DSA. Même si dans le DSA, il y a effectivement des lois qui permettent de demander la transparence pour le citoyen, eh bien, c'est très difficile, hein, vous l'avez vu, d'obtenir la transparence sur cette censure. C'est terrifiant. On est dans un monde totalement orwellien, c'est totalement Big Brother. Alors, pour éviter d'être sous les fourches codines de la censure, pour éviter d'être shadowban, on a besoin de vous, hein, abonnez-vous. La seule chose à faire, c'est de mettre un pouce sous cette vidéo si elle vous a plu, de la partager, de la commenter aussi, et puis de vous abonner sur la chaîne YouTube du Monde Moderne, sur tous nos réseaux également. Et vous pouvez nous soutenir aussi, si vous le souhaitez, financièrement sur tipeee.com/le monde moderne ou patreon.com/le monde moderne.